Je pense que pour commencer, faut commencer par une chanson. Du genre si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais lorsqu'ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Donc on s'arrête là parce que ça peut encore dégénérer. Et en tout cas, la maman des poissons, on sait lui attribuer un rôle. Et puis des fois on oublie les papas qui ont eux aussi un rôle dans le fonctionnement des familles de poissons. Donc on va se mettre un petit peu sous cet angle-là pour la présentation, qui va nous permettre de faire une balade dans le monde subaquatique. On va découvrir comme ça un certain nombre d'exemples de comportements de reproduction et surtout de soins parentaux, parce que c'est quelque chose qu'on a travaillé pour le livre L'animal parent et dont on s'est aperçu que c'était vraiment très mal connu. Donc on va essayer d'avancer là-dessus. Si vous avez lu la petite présentation de notre intervention dans le livret, vous avez vu qu'on vous a promis un certain nombre de choses, d'aller se promener dans différents endroits du monde. Donc on vous a promis la mer Rouge. Et la mer Rouge, on va commencer avec. Donc la mer Rouge, on est quelque part dans le sud de l'Égypte, on va dire. Des récifs magnifiques, plein de poissons, plus ou moins visibles ou cachés. Et on est en fin d'après-midi, donc le soir tombe, et c'est le moment où on voit des embouteillages dans le récif, avec l'autoroute des poissons chirurgiens qui défilent comme ça devant nous. Donc tous les poissons chirurgiens noirs vont dans une direction tous la même, et en fait tous se retrouvent vers une pointe du récif. Donc on les a suivis nous, tant pis, il était tard, mais et quand on les suit, on s'aperçoit que ça finit en orgie généralisée. Donc ce que vous voyez là sont les remontées des poissons chirurgiens qui pondent. Vous voyez qu'il y a des espèces de petits groupes qui se forment dans l'image, et des petits nuages blancs. Chaque nuage blanc que vous voyez, c'est un endroit où un groupe est monté, les mâles et les femelles ont émis leurs gamètes en même temps, et ce qu'on voit là, c'est le sperme qui fait ce nuage. Donc il y a aussi les ovules, et tout ça, ça se féconde dans l'eau, et ça dérive dans les courants, dans le plancton. Ce que Patrick vous dit pas, c'est que au bout d'un moment qu'ils font ça, on se retrouve dans un brouillard complet. Un brouillard de sperme absolument complet. Et qu'une des plongeuses qui était avec nous est remontée sur le bateau totalement excitée en disant « Je vais avoir des bébés poissons, je vais avoir des bébés poissons ». Bon, vous comprenez que moi qui suis quand même quelqu'un de, distingué, je ne raconte pas ces histoires-là. Alors, attendez quand même aussi. Une fois qu'ils ont fini, que la frénésie reproductrice est terminée, en fait, les poissons redescendent au niveau du substrat, et puis ils repartent. Certains vers le sud, certains vers le nord, suivant où ils habitaient avant. Et en fait, on a à nouveau cette autoroute, ce qu'on appelait l'autoroute du sexe. Donc on a à nouveau cette autoroute de poissons qui repart d'où ils étaient venus à partir du milieu de l'après-midi. Donc comme ma femme a dit qu'il ne fallait pas que je fasse trop de digressions pour ne pas perdre de temps, je réenclenche en vous disant que donc ça c'est vraiment le mode de reproduction standard pour les poissons dans la mer. Voilà là une autre espèce qui se reproduit, là en l'occurrence c'est pas à la tombée de la nuit, donc il y avait un peu de lumière pour la photo, mais qui se regroupe comme ça. On voit les poissons qui s'excitent, qui gigotent, qui tournicotent, et puis qui montent
de 1, 2, 3 mètres. Et à ce moment-là, il y a l'émission des gamètes. Pourquoi est-ce qu'ils montent? La logique est physique. Vous savez peut-être que les poissons flottent dans l'eau parce qu'ils ont une vessie natatoire, une espèce de bulle qui fait une bouée qui est équilibrée à la profondeur où ils se trouvent. S'ils remontent, la pression de l'eau diminue puisqu'ils sont plus proches de la surface et du coup, la vessie natatoire gonfle, ce qui facilite l'expulsion simultanée des gamètes par les femelles et les mâles. Ça fait plout avec l'aide de la remontée. Bien. Cela dit, il n'y a pas que des modes orgiaques, il y a des fois c'est un mâle et une femelle, mais ça peut être au même endroit, au même moment. Là, par exemple, ceux-là, on les voyait en même temps que les poissons chirurgiens dans le même secteur. Et là, on a le mâle qui est plus gros, plus costaud, plus coloré que la femelle. Et les deux montent ensemble. Et puis, arrivés au sommet de leur ascension, pouf, on voit le sperme ici. Alors, on a l'impression que ça sort de la femelle. C'est un petit peu bizarre dans la photo, mais bon. Donc là, les deux ont émis leurs gamètes, ovules et spermes, et ça se féconde dans l'eau pendant que les poissons redescendent. Alors le mâle, bien sûr, il n'est pas trop fatigué, donc il attend qu'il y ait une autre femelle qui vienne, ou plutôt il va la chercher dans son harem qui est à proximité, parce que pendant cette période de reproduction, les femelles traînent à proximité des mâles, et les mâles virent les autres mâles qui sont trop proches, évidemment. Bon, il y a plein d'espèces qui se reproduisent comme ça. Voilà une autre espèce de labre où vous voyez la femelle nettement plus petite que le mâle, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Bon, juste une chose, comme Patrick dit, le mâle pas trop fatigué par l'affaire. En fait, à cette période-là, ça nous arrivait de rester quasiment tout l'été en Égypte. Les mâles, à la fin de l'été, étaient dans un état déplorable. Enfin, c'est des labres, ils étaient totalement délabrés. Ils avaient la queue très moche, il leur manquait plein d'écailles. On sent que quand même, bon, ça a un coût. Ils ont beau prétendre, hein, à un moment ça fatigue. Bon, allez, je vous montre un autre couple parce que ils sont mignons ceux-là. Hein, ils se font des petits bisous comme c'est mignon, sauf que c'est quand même un petit peu des bisous de bourrin. Le mâle, il appuie sur le dos de la femelle comme ça. Pas vraiment parce que c'est un poisson coffre, donc on peut appuyer dessus. Il y a une espèce de carapace sous-cutanée. Imaginez une coquille de tortue, enfin une carapace de tortue à l'intérieur. C'est à peu près aussi costaud. Mais par contre, à force d'appuyer dessus comme ça, la femelle, elle finit par s'échapper vers le haut, et c'est une montée de reproduction qui commence. Alors ça se fait vraiment en début de nuit, c'est même plus le jour, et au sommet de l'ascension, voilà, là on voit les œufs chez cette espèce-là. Donc c'est une photo, c'est assez rare qu'on arrive à illustrer les œufs qui viennent d'être pondus. Et je vous ai préparé un dernier exemple pour vous montrer que c'est pas seulement des poissons nageurs qui font ça. Des poissons qui vivent normalement à ras du fond, soit posés, soit ils nagent à moins d'1 centimètre du fond. Ces poissons mandarins, madame, gros monsieur costaud, mais pas plus joli que madame. Bon. Et eux, il y a certains endroits où, là où il y a une colonie, tous les soirs, il y a quelques couples qui se reproduisent, et probablement les mêmes chaque soir. Je crois que les mâles sont aussi un petit peu polygames. Les femelles, je sais pas, là. Ça dépend si elles peuvent aller dans le territoire d'à côté ou pas. Donc, voilà à quoi ça ressemble, un gros câlin de poisson mandarin. Vous constatez au passage que la femelle, elle a vraiment un gros bide. Ça veut dire que les œufs, ou les ovules plutôt qu'il y a dans l'ovaire, se sont gonflés d'eau. Ça, c'est la dernière phase avant la ponte.
Donc quand on voit une femelle qui est vraiment énorme, c'est que elle est sur le point de pondre, on va dire dans les 24 heures, là c'est quelques heures. Et puis là aussi, ça monte, mais sur 50 cm, 1 mètre, pas plus. Ça monte doucement d'ailleurs, et puis une fois en haut, vous voyez les œufs à l'arrière qui viennent d'être émis. Donc ça, c'est ce qu'on trouve chez les poissons habituels. C'est, allez, je crois, 80% des espèces de poissons, c'est joute, on largue ça dans la mer, et puis on les laisse se débrouiller, on retourne à sa vie. Et puis, vous avez ce genre de poissons-là, ceux qui vivent sur le fond, dans les trous, etc. Là, ce sont des gobies dans les dents d'eau. Vous avez monsieur au premier plan, madame qui est un peu plus élégante mais moins impressionnante au deuxième plan, et tous les petits points que vous voyez, ce sont des œufs. Donc le mâle a un trou, une coquille vide, une boîte de conserve, enfin un endroit où il attire les femelles en disant ça y est, c'est tout beau, tout propre, tu peux venir pondre. Et les femelles se relaient pour pondre dans ce nid. Donc là, évidemment, les œufs, ils sont protégés par le mâle et la chance de survie est plus importante que si les œufs étaient largués dans la nature. Un autre exemple qui est rigolo, ça c'est un poisson vraiment bizarre. Il y en a ici, sous les cailloux à marée basse, vous pouvez éventuellement en voir. C'est un porte-écuelle, on l'appelle comme ça parce qu'il a une grosse ventouse sous le ventre et si on attrape le poisson, on récupère le caillou ou l'assiette sur lequel il s'est installé. Enfin bon. En tout cas, vous voyez des œufs. Vous avez remarqué qu'ils ne sont pas tous pareils, les œufs? Vous avez des œufs où on voit des yeux. Les œufs à yeux, c'est ceux qui sont en développement relativement avancé, dont les embryons sont déjà bien différenciés et qui vont probablement pas tarder à éclore et donner des petites larves qui se dispersent dans la nature sans que papa ni maman n'en ait de nouvelles. Maman parce que de toute façon elle n'est pas là, et papa parce qu'il s'occupe des œufs, mais après l'éclosion il n'a plus rien à voir avec sa descendance. Et puis ces petits œufs jaunes là, ils n'ont pas encore entamé, ou ils sont en tout début de développement, donc on voit rien que la grosse bille jaune qui est le vitellus, sont les réserves qui permettent à l'embryon de se développer, c'est l'équivalent du jaune d'un œuf d'oiseau. Donc, voilou. Et puis, il y a des poissons qui sont bien connus pour pondre sur un substrat dur. Là, en l'occurrence, c'est un substrat qu'on va qualifier de semi-exposé, parce qu'à la fois, c'est pas dans un trou, c'est pas sous une pierre, mais c'est à l'abri de l'anémone urticante dans laquelle vivent les poissons clowns. Donc vous devinez un petit peu les œufs qui sont par ici. Donc les poissons clowns, ils s'en occupent. Des fois c'est le couple, la plupart du temps c'est quand même surtout le mâle qui prend soin des œufs et qui... alors qu'est-ce qu'il fait? Il les triture un petit peu avec la bouche pour les nettoyer ou pour enlever les œufs pourris si jamais il y en a un qui a mal tourné, de façon à ce que tous les autres ne soient pas contaminés. Ils agitent la nageoire pectorale pour oxygéner la zone où il y a la ponte. Et puis voilà, donc là vous voyez des œufs qui sont vraiment en développement avancé. En développement un petit peu moins avancé, ça aurait fait ça, mais je trouve que c'est quand même assez parlant. C'est des œufs de rugbymen. Ça fait pas des œufs sphériques, les poissons clowns.
Et ce qu'il faut voir, c'est que bon, bah, ça a des tas d'avantages, cette méthode de protection, etc. Ça augmente la survie au moins des œufs eux-mêmes. Par contre, les larves, ensuite, ont les mêmes problèmes que les autres poissons qu'on a pu voir au début. Et puis, bah, c'est sur un caillou, et il faut rester sur le caillou jusqu'à l'éclosion des œufs. Et les femelles, elles font quoi là? Oh, les femelles, elles font le... Chez les poissons clowns, les femelles sont les individus les plus gros dans une famille. Donc en fait, les poissons clowns changent de sexe avec la taille ou l'âge. L'individu le plus âgé, le plus gros, devient femelle. Donc la femelle, quand on voit un groupe de poissons clowns sur une anémone, en général, il y a un gros individu, un moins gros, qui est le mâle adulte qui se reproduit avec la grosse femelle, et puis des petits qui sont soit immatures, soit, on va dire, à sexualité contrariée, tant qu'il y a un couple dominant sur l'anémone. Donc les femelles, finalement, jouent le rôle qu'on voit chez les mâles dans pas mal d'espèces, qui est protection du territoire, sont elles les plus costauds, les plus agressifs vis-à-vis des prédateurs potentiels, etc. Alors que le mâle, qui est un peu plus petit, concentre son activité sur les soins aux œufs principalement. Tous peuvent participer à toutes les tâches, mais il y a quand même un partage global. Donc, problème, je le disais, ça reste collé sur un caillou, et on se dit, le poisson pas con, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il trouve un moyen de trimballer les œufs avec lui au lieu de les avoir bêtement sur un caillou. Et alors je ne vais pas dire les poissons pas cons, mais l'évolution et le hasard des choses ont fait qu'il y a des poissons très bizarres qui justement font ça. Donc ce poisson aiguille, vous voyez ici, bah, il a les œufs collés sous le ventre. Donc les mêmes avantages que ce qu'on a vu pour la ponte sur un substrat, mais un niveau de protection supplémentaire et la possibilité pour le mâle de se déplacer, de s'abriter, d'aller se nourrir, etc. Et puis dans cette même famille qui est la famille des syngnatidés, les poissons aiguilles, vous en avez un qui est par chez nous là. Celui-là, il a été photographié en Bretagne Nord, donc il y en a dans le coin là. Vous pouvez en voir. Je pense que les gens qui pêchent les crevettes dans les zones d'herbiers et d'algues, ils en remontent régulièrement. C'est l'entellure. Et les mâles, en période de reproduction, portent les œufs collés sous le ventre. Ça peut arriver, je pense, plusieurs fois dans la même année qu'un mâle, une fois qu'il a ses œufs qui ont éclos et qu'il est débarrassé des larves, il peut se reproduire à nouveau. Donc en fonction de la saison, ils peuvent se reproduire plusieurs fois de suite. Et puis il y a tous ceux qui sont dit, il faut aller au-delà. C'est bien de transporter les œufs, mais c'est mieux si je peux les protéger, voire même les pouponner, voire même les nourrir. Et c'est ce qu'ont fait d'autres membres de la famille des syngnatidés. Donc ça, c'est un syngnate standard, encore avec une allure de crayon, mais dont vous voyez qu'il y a une poche qui recouvre les œufs, et puis la poche de l'hippocampe, qui, bien entendu, fait un peu la même chose, qui est, on va dire, de nos jours, le point d'aboutissement de cette, j'allais dire, démarche évolutive, mais de ce hasard évolutif qui a fait que la protection des œufs sous le ventre s'est améliorée par mutation successive ou par sélection dans les mutations successives. Donc c'est la sélection naturelle qui a abouti à ça. Ce qui veut dire que quand on nous dit qu'un hippocampe
Ça a l'air d'être une bestiole préhistorique, ça doit vivre depuis longtemps, ces bêtes-là. Alors oui, de toute façon, toutes les espèces vivent depuis longtemps, ou la plupart, mais c'est quand même l'aboutissement d'un processus évolutif. Donc, quelque part, c'est parmi tous ces animaux qui ont ce type de soins parentaux ou de protection des œufs, ça, c'est un aboutissement de l'évolution. Donc, c'est moderne en termes d'évolution. Je dois faire un petit truc avec un graphique quand même pour faire riche. Il faut que je fasse scientifique par moment. Là, je vous ai résumé ce qu'on a déjà vu et puis ce qu'on va voir, sur quoi on n'insistera pas trop. Donc, pont en pleine eau, on retient que les œufs et les bébés sont abandonnés. Donc, il n'y a aucune relation parentale chez la plupart des poissons. Et puis, ponte sur substrat, ça peut être les gobies dans leur boîte de conserve ou les poissons clowns par exemple. Qu'est-ce qui est émis? Des larves. Donc, c'est potentiellement un petit peu plus armé pour vivre et se développer qu'un œuf, mais ça reste totalement livré aux éléments et aux ennemis éventuels. Et puis là, on va rentrer dans les exemples réellement de rôle parental qui consiste à prendre soin non seulement des œufs, mais aussi des alevins. Avec l'exemple dont on vient de parler, et qui fait que je vais donner la parole à Sylvie, parce que ça commence à... Et je vais changer le truc pendant qu'elle vous parle. Je change. Il faut que tu remettes le... Alors, t'as trouvé le son? Ouais. Oh, ça marche comment celui-là? Oui, alors, juste pour dire quand même, quand ils lâchent les œufs dans les courants, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les œufs partent dans le plancton et ils sont dispersés, ils servent de nourriture à tout un tas d'animaux marins qui se nourrissent du plancton, ce qui fait que quand même il faut en émettre des milliers, des milliers et des milliers pour avoir un espoir que la population se maintienne, simplement se maintienne. C'est quand même très aléatoire et en fait aucun poisson peut être vraiment sûr que c'est ces petits à lui qui vont survivre. On va peut-être aller un peu plus loin dans notre visite auprès des poissons avec ce qu'on appelle des apogons. Alors les apogons, il y en a des dizaines, je crois même des centaines d'espèces dans le monde. Et tous, ils ont en commun que des fois, il y en a qui ont une grosse gueule bizarre, là, gonflée. Ça, ce sont les mâles. Chez les apogons, les mâles se retrouvent la bouche pleine d'œufs quand ils se reproduisent. Donc la femelle pond ses œufs, les mâles les gobent après fécondation et les garde dans sa bouche, bien protégés jusqu'à leur éclosion. Alors c'est pas toujours facile à voir. Là, si vous avez de très bons yeux, vous voyez qu'il y a quelques œufs qu'on peut deviner dans la bouche. Mais là, c'est quand même une petite espèce, ça fait 5 cm, ça. Donc je vous montre une espèce un peu plus grande, qui fait quand même 15-20 cm, qui a des jolies dents, et tout ça à l'intérieur, vous voyez, ce sont les œufs. Donc là, ce sont des œufs tout petits, il y en a des milliers, peut-être des dizaines de milliers chez certains. Et donc au moment où les œufs ont fini leur développement, ils éclosent plus ou moins tous ensemble, et le mâle crache les larves qui ensuite vont se disperser dans la mer, en menant une vie de risque et de danger. Sauf chez un seul, celui-là, alors je suis désolé, j'ai pas d'image
pour le montrer, mais vous voyez quand même un mâle avec la gueule pleine. Chez celui-ci, les œufs sont moins nombreux et plus gros que chez tous les autres apogons. Et surtout, à l'éclosion, le mâle ne recrache pas les larves. Il les garde dans sa bouche et elles continuent à se développer, un petit peu comme les bébés hippocampes dans la poche, jusqu'à être des alevins capables de se déplacer, de se nourrir et en réalité de prendre leur place dans la société de l'espèce. Là, vous voyez qu'il y en a de différentes tailles. On va dire qu'ils sont relâchés une taille, on va dire, de l'ordre d'1 centimètre. Et ils ont déjà la coloration avec les bandes noires et ils ont déjà le comportement de s'associer au groupe de leur espèce, de s'abriter dans les oursins diadèmes ou près des anémones de mer, etc. Donc ça, c'est je crois qu'il doit y avoir 2 ou 3 espèces d'apogons qui font ça, qui amènent leur bébé jusqu'à un stade où ils sont à peu près autonomes avant de les libérer. Donc là, on est vraiment dans du soin parental au sens plus strict, qui est s'occuper de ses enfants, quoi. Et du coup, ils sont à la diète? Alors du coup, principalement, ils font la diète. Mais apparemment, il y en a qui sont un petit peu agiles de l'intérieur de la bouche et qui sont capables de quand même manger un petit peu. Et il est probable que les espèces les rares espèces dont les bébés restent dans la bouche à la naissance, il est probable que le mâle se nourrit un petit peu et que du coup, ça fait des choses qui sont utilisables pour les bébés. Bon. Je vous avais promis dans notre tour du monde un passage par le lac Tanganyika. Donc ça, on va essayer de se le faire un peu vite quand même. Mais le lac Tanganyika, vous voyez, ça ressemble à la mer. Il faut dire que c'est quand même un lac qui fait 700 km de long, Paris-Marseille, qui atteint 1300 et quelques mètres de profondeur, même si au-delà de 200 mètres, les eaux sont tellement pas renouvelées qu'elles sont impropres à la vie. Mais bon, c'est quand même un espace gigantesque avec un climat maritime, on va dire, avec des vagues, des vents, des courants et des habitats qui évoquent des structures de fond marin. Ce lac Tanganyika se trouve dans le rift est-africain. C'est la grande faille qui va du lac Malawi jusqu'à la mer Rouge. Et c'est en Tanzanie, Burundi, République du Congo et Zambie. Bon, là, c'est juste pour vous dire que si je peux vous en parler, vous en montrer des photos, c'est parce qu'on y allait. Enfin, surtout moi, là, Sylvie, elle n'a pas voulu y retourner. Mais... juste que le coût est exorbitant. Voilà, c'est trop cher. Bon, enfin, en tout cas, vous voyez une diversité de formes, de couleurs. Celui-là, on ne le regarde pas, il est un peu à part. Tous ces poissons de diverses formes et couleurs appartiennent à une même famille, les cyclidés, qui est la famille de poissons par excellence en termes de soins à sa progéniture et à sa descendance. Donc on va s'intéresser aux espèces de cyclidés qui sont extraordinairement diversifiées dans le lac Tanganyika. Je crois qu'il y en a 180 espèces qui toutes sont endémiques, c'est-à-dire n'existent que dans ce lac, et qui sont, on va dire, un modèle d'étude de l'évolution depuis des décennies. Et donc chez ces poissons cyclidés, il y a deux grandes stratégies pour s'occuper des bébés. Il y en a qui les prennent dans la bouche, comme les apogons, et il y en a qui pondent sur un substrat ou dans un nid, comme on l'a vu chez les gobies, les poissons clones, etc. Donc, différence quand même avec les apogons, ce sont habituellement les femelles qui incubent chez les cyclidés. Donc il y a le mâle qui fait son kéké pour attirer des petites madames, qui fait son affaire.
La femelle se retrouve avec les œufs fécondés dans la bouche, le mâle peut aller draguer ailleurs et la femelle s'occupe donc de l'incubation, puis de la protection des bébés après leur éclosion et le moment où ils commencent à se promener un petit peu autour de l'abri que la femelle a trouvé après leur naissance. Pour les protéger, elle a un moyen, donc les petits sortent, se promènent autour d'elle, un danger arrive, elle ouvre grand la bouche et ils reviennent dedans. Donc ça, c'est un cri de poisson. Bon, cela dit, il y a peut-être il y a certainement de toute façon des ondes sonores liées ou des vibrations liées à la situation d'urgence qui font que les bébés vont directement vers leur mère lorsqu'elle est un peu énervée, inquiète. C'est la langue des signes. Je crois que les poissons entendent des ondes ou des mouvements qui ne sont pas des sons. Donc il y a une capacité de perception de tout ce qui est ondes de pression, les coups, les battements, les sons très graves, qui font vraiment des vibrations plus que des ondes sonores. Bon, voilà donc une espèce où on voit la gueule gonflée par les œufs. En voilà une autre, quand je vous ai dit que c'était assez diversifié d'allure, c'est quand même pas tout à fait la même tête de poisson, notamment parce qu'ils n'ont pas du tout le même régime alimentaire. Et puis, donc je vous disais que les mâles, ils ont la belle vie, ils font leur kéké, ils tirent un coup et puis ils vont voir la femelle d'après, et ils refont leur kéké et ainsi de suite. Enfin, tant qu'il y a des femelles qui veulent bien d'eux ou que elles n'ont pas toute la bouche pleine. Souvent, le mâle est plus coloré que la femelle, au moins dans les phases où il est territorial et où il a une activité reproductrice. Là, vous voyez que la femelle a quand même un gros ventre qui augure bien de son état. Et après des parades devant la femelle comme ça, il y a un moment où la femelle pond les œufs, le mâle les féconde et la femelle ramasse tout ça ensuite. Alors il y a des comportements bien particuliers à ce moment-là, dont celui-là, où vous voyez que le mâle a des petites taches sur la nageoire anale qui lui permettent, dont on estime que ça incite la femelle à essayer de manger ces œufs-là, qui ne sont pas des œufs, mais c'est là où il y a le sperme, donc ça permet d'avoir la fécondation des œufs dans la bouche de la femelle. Donc là, la femelle, elle a pondu ses œufs, et elle va progressivement reculer pour les ramasser. Donc elle commence là, sans doute avec le sperme que le mâle est en train d'émettre à ce moment-là, et puis elle ramasse tout ce qui traîne, et elle va dans un coin tranquille où on l'embête plus pour s'occuper de poupouner. Alors, il y a pas mal d'espèces à incubation buccale dans le lac Tanganyika, où on voit le même type de comportement de parade du mâle. En voilà encore une autre. Là, vous voyez que il y a des faux œufs, des petites taches au bout des nageoires pelviennes et non pas sur la nageoire anale comme chez l'autre espèce. Donc il y a différentes stratégies qui se sont développées. Et voici une femelle en incubation de l'espèce qu'on vient de voir. Donc, il y en a aussi qui sont capables de construire des petits nids d'amour. Là, on a l'impression que c'est juste une cuvette dans le sable. Non, c'est un cratère de sable au sommet d'un caillou. Donc ce machin-là, il va 1 mètre ou 2 plus bas ramasser le sable, l'amener au sommet du caillou, construire son petit cratère, et puis quand il y a des trucs qui traînent, il nettoie, pour que tout soit parfaitement propre au moment où une femelle va venir pondre. Bon, les femelles, elles n'ont pas tout à fait la même allure que les mâles,
Vous en voyez 2 ici, et vous devinez que celle-ci, elle est en incubation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ouais, il y a d'autres cratères là. Donc là, c'est vraiment un fond complètement sableux. Il y a des espèces qui vivent que sur le sable. Vous voyez que ça a des formes étonnantes qui ne ressemblent pas du tout aux autres cyclidés qu'on a pu voir jusqu'ici. Donc tout ça, c'est l'éventail d'adaptation à ces milieux quasi marins que sont les grands lacs, même si on est en eau douce. Et ces cratères-là, ils sont creusés par cette espèce. Donc cette espèce, on va la revoir d'un peu plus près. Vous voyez le mâle qui prend ses couleurs de parade. Je vous ai dit que ça peut être plus marqué pendant la parade de reproduction. Et puis là-haut, on voit principalement des femelles, et vous devinez que ces femelles-là, elles sont en incubation. Donc le mâle, il peut toujours faire son kéké, c'est pas avec elle qu'il fera affaire. Ce qui n'empêche pas quand même de faire son kéké. Donc ils font ça entre mâles, ils se bagarrent. J'ai juste mis un petit peu en gros plan pour le plaisir de voir la coloration qui est quand même assez stupéfiante pour une espèce qui vit dans le sable et qui normalement est couleur argentée, beigâtre, enfin absolument pas remarquable, quoi. À quelle profondeur ça se trouve là? C'est pas très profond, c'est dans les 5 mètres de profondeur, hein, ces zones de reproduction. Et la plupart des photos que je montre, c'est à moins de 20 mètres de profondeur. Et la durée d'incubation, elle est la même pour toutes les espèces? Alors non, la durée d'incubation varie. Donc ça, c'est une femelle en incubation de cette même espèce. Vous voyez la coloration standard. Les mâles ont la même coloration quand ils ne sont pas en reproduction. Donc, la durée d'incubation chez ces poissons-là varie en fonction de la température, même si la température ne bouge pas beaucoup dans le lac, mais ça peut bouger de 2-3 degrés au cours de l'année, et ça influe sur la vitesse des processus biologiques, donc la gestation aussi. Et en fonction de la taille des œufs, plus les œufs sont gros, plus l'incubation est longue, en gros. Parce que il faut le temps que le bébé, que l'embryon ait résorbé toutes les réserves vitellines, et ça donne des bébés plus gros, mais qui mettent plus longtemps à atteindre cette taille-là. Et ça joue de quelle durée? Ça se compte en semaines la plupart du temps. Je dirais... Je suis pas sûr de ne pas dire une bêtise, mais enfin de l'ordre de 2-3 semaines pour pas mal d'espèces, mais ça peut être plusieurs mois pour ceux qui ont les œufs les plus gros. Alors ici, on a un cas un petit peu particulier avec cette espèce-là, vous voyez, qui garde un nuage de bébés, qui est Haplotaxodon microlepis. Et celui-ci, il fait comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est la femelle qui incube les œufs dans sa bouche jusqu'à l'éclosion. Mais après l'éclosion, quand les larves commencent à nager, là, elles font ce que font toutes les femelles, c'est-à-dire elles s'occupent de les surveiller, de vérifier qu'ils trouvent à manger, etc. Mais elles ne le font pas toutes seules. Le mâle est là, chez cette espèce, et quand les bébés commencent à grandir un petit peu, ils ne rentrent plus dans la bouche de maman. Et dans ce cas-là, ils peuvent rentrer dans la bouche de papa aussi. Donc ça leur permet d'assurer la protection des bébés plus longtemps que s'il y avait un seul des deux parents qui le faisait. Bon, je vous montre juste l'effet que ça fait quand on voit les bébés se jeter dans la gueule de maman, ou de papa, là je suis pas sûr. Il y en a plusieurs hein, quand même. Ça... Donc là, sont encore des tout petits bébés, mais ils peuvent continuer. Donc là, je sais pas, je dirais qu'ils font peut-être 1,5 centimètre. Quand ils font 1 centimètre, ils peuvent continuer à essayer de rentrer, et il y a de la bagarre au portillon parce que tout le monde n'arrive plus à rentrer. Et le père et la mère se répartissent la marmaille? C'est plutôt
plutôt la marmaille qui se répartit entre papa et maman. Ils sont côte à côte, donc. Ils sont côte à côte et ils surveillent ensemble les bébés. En fait, chez ces espèces-là, ils vivent en couple. Contrairement aux autres que je vous ai présentés avant, où le mâle, il fait pas grand-chose à part prendre du plaisir. Enfin, on peut l'espérer pour lui, au moins. Alors ça, c'est une bestiole un petit peu particulière. Bon, d'abord, c'est une bonne tête de prédateur. Ça se nourrit en arrachant des écailles aux autres poissons. Donc il y a des dents qui ont une forme un peu particulière. Donc ça se nourrit vraiment en agressant les autres poissons, en leur mangeant un petit bout de nageoire ou une écaille ou deux. Et donc au moment de la ponte, c'est toujours le même schéma, la femelle prend les œufs dans sa bouche. Mais, comme chez l'espèce précédente, le couple reste formé et donc les deux parents assurent la surveillance des bébés. Je pense que le mâle peut en prendre dans la bouche aussi, même si globalement ils prennent plus trop les bébés dans la bouche une fois qu'ils ont commencé à être actifs et à se nourrir. Ils les rassemblent le soir dans un petit trou et puis ils retournent se promener le lendemain avec. Ce qui est intéressant chez cette espèce-là, c'est que on a pu voir que des mâles sont capables de ramasser une partie de leur bébé, de les mettre dans leur bouche, puis d'aller se promener, je sais pas, jusqu'à une centaine de mètres plus loin, trouver un autre couple de la même espèce, et l'air de rien, ou en négociant, je sais pas comment ça se passe, de leur confier ses bébés. Donc il les largue à proximité du couple qui surveille, et lui, il repart en abandonnant ses bébés au bon soin de quelqu'un d'autre. Et ils arrivent à faire ça avec tous leurs bébés jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, et du coup, ils peuvent se reproduire plus tôt que s'ils avaient continué à s'occuper de leur marmaille. Donc voilà, il y a des stratégies parentales un petit peu curieuses parfois. Ce qui est très étonnant, c'est que ce n'est pas une stratégie d'espèce. C'est que c'est à l'intérieur de ces espèces, il n'y en a que quelques-uns qui font ça. Parce que ça ne marcherait pas si tous le faisaient à qui pourraient refiler leur bébé. Tandis que là, la plupart des couples s'occupent de leur bébé gentiment, et il y en a quelques-uns qui décident que non, et qui vont les faire adopter par d'autres. Mais ils les font adopter par des couples qui eux-mêmes n'ont pas beaucoup de bébés? Parce que sinon, les autres, pourquoi ils accepteraient? S'ils en ont déjà beaucoup, il n'est pas sûr qu'ils perçoivent qu'il y en a 10% de plus, par exemple. T'as vu le nombre, c'est difficile de les compter, hein. On t'en met 50 de plus. Et puis, c'est comme les oiseaux qui on rajoute des œufs dans le nid et qui les prennent en charge parce que c'est comme ça que ça fonctionne. On a des œufs, on s'en occupe. Donc, c'est... Qu'est-ce que c'est comme espèce? Alors ça, c'est Perissodus microlepis. C'est tout ce que je peux dire. Ça n'a pas de nom commun que je connaisse qui parle... Donc, j'allais dire un truc, mais c'est pas grave. On va dire que c'était pas de première importance. Là, on va changer de type de poisson. D'abord parce que ça, c'est les plus gros poissons du lac Tanganyika, qui atteignent 60-70 cm. Ça commence à faire un joli steak dans le four. C'est d'ailleurs des poissons qui sont bien appréciés autour du lac. Il faut voir que c'est important autour du lac, les poissons, parce que c'est leur seule source de protéines, en dehors des éventuelles graines qui veulent bien produire des protéines. Là, on voit qu'il y a vraiment un gros paquet de petits bébés qui font moins d'1 centimètre, avec des parents qui font au moins 40-50 cm. Et je vous montre à quoi ça ressemble l'histoire de ces bébés. Donc, au début, papa et maman, là c'est papa, la maman elle doit être quelque part à côté, parce que les deux surveillent le nid
et sont prêts à taper sur quiconque veut les embêter. Moi, j'ai quand même un mâle qui a trouvé le moyen de mordre un câble de flash de mon appareil photo jusqu'au sang, enfin jusqu'au cuivre. Donc ça a quand même une certaine vigueur et férocité. Ce que vous voyez là, ça c'est les œufs. Donc ils pondent leurs œufs dans une petite cuvette et puis ils tapent sur tout ce qui bouge à proximité. Voilà à quoi ressemblent les œufs. Là ils sont déjà un petit peu en développement, on devine les yeux des embryons à l'intérieur. Ces œufs éclosent. Quand ça éclose, ça donne ça. Ça fait brrrr. Et donc vous devinez que ça, ce sont les larves qui viennent d'éclore, qui sont encore au fond. Il n'est même pas exclu qu'elles aient une espèce de glande sur le front qui leur permette de se coller un petit peu sur les grains de sable et qui agitent la queue pour oxygéner le secteur. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble de plus près. Et vous voyez les petites boules jaunes là, qui nous disent que ce sont encore des larves. Ils n'ont pas fini de résorber leur vésicule vitelline, leur réserve. Et donc, il leur faut peut-être encore un jour ou deux, là, comme ça, sur le nid, pour résorber la fin de leur réserve et commencer à mener une vie où ils s'alimentent. Donc ensuite, une fois que les bébés commencent à bouger un petit peu, les parents ils les conduisent un petit peu comme des chiens conduisent un troupeau, vers les zones où ils pourront trouver à manger, où ils risquent pas trop de se faire bouffer par les autres poissons. Donc il y a beaucoup de stress pour les parents, et pas mal de stress pour ceux qui passent à côté à ce moment-là, parce que les parents sont vraiment pas sympas. Je pense que c'est probablement la seule espèce de cichlidés du lac qui puisse garder ses bébés en pleine eau. Là, les bébés, ils étaient à 4-5 mètres du fond, entre deux cailloux espacés. Et donc, les parents conduisaient le troupeau, y compris en pleine eau. Ça, c'est la femelle. Vous la reconnaissez, hein, elle n'a pas la coloration aussi jaune que le mâle. Et puis, on les retrouve quelques semaines, ou peut-être un mois ou deux plus tard. La maman s'occupe toujours de ses bébés, sauf que ces bébés, ils font 15 cm, et que c'est Attila et sa horde de 1. Ça bouge à toute vitesse, ça bouffe tout ce qui traîne. On les voit se précipiter au fond, et ça fout vraiment la trouille. Hein. Quand on voit ça, ça fait vraiment un rouleau compresseur d'envahisseurs voraces. Et il peut y en avoir vraiment beaucoup, jusqu'à une taille de 15-20 cm. Les parents continuent à s'en occuper. Donc on a des machins qui giclent, non pas dans tous les sens, mais tous ensemble dans une direction. Et les parents, ils essaient de suivre comme ils peuvent. Comme tous les parents, quoi. Voilà, c'est les ados, là. Là, je vous montre une autre espèce que j'aime beaucoup. Ce qui est rigolo chez cette espèce-là, c'est qu'on voit bien que le patron de coloration adulte n'apparaît qu'à une certaine taille. Là, a priori, tous les bébés ont à peu près le même âge. Enfin, tous les bébés proviennent de la même ponte, donc ils ont le même âge. Mais il y en a qui ont poussé plus ou moins vite, et les plus gros ont déjà la coloration des adultes, alors que les plus petits ont encore une coloration de tout jeune. Là, on va dire c'est au-delà de bébé, mais c'est encore tout jeune. Bon, vous remarquerez qu'il y en a quand même beaucoup moins qu'au début. C'est-à-dire que même en les surveillant, du millier de larves qu'on pouvait voir grouillant, là... Enfin, c'est pas la même espèce. Non, mais de tout à l'heure, déjà, des gros capitaines du lac, là, je sais plus comment tu dis, boulangers Eurochromis, il en manquait quand même pas mal d'une fois qu'ils deviennent adolescents. De toute façon, il y a de la déperdition, mais qui reste d'une ponte, on va dire plusieurs centaines. Il y avait au moins 500 jeunes de 15 cm qui étaient toujours sous la garde des parents. C'est une grosse efficacité. Je veux dire que c'est peut-être de l'ordre de 10% de survie
avec des jeunes qui sont déjà largement capables de vivre tout seuls, c'est énorme ça. Bon, ici, c'est une espèce qui est plus petite, hein, les adultes ils sont autour de 10 cm, et qui fait quand même moins d'œufs. Mais bon, bien sûr, il y a de la déperdition, surtout sur ceux qui s'occupent de leur famille un peu en milieu ouvert comme ça. Puis il y en a d'autres comme celui-là qu'on appelle Princesse du Burundi. Celui-là, il a un nom commun qui est bien connu, qui vivent dans des failles, ou plutôt se reproduisent dans des failles. Ils se cachent là et puis ils sortent en pleine eau pour se nourrir du petit plancton qui passe et retourner dans leur trou. Donc ce que vous voyez ici, vous voyez un couple probable, et puis il y a des petits, mais des petits de différentes tailles. Il y a des petits et des petits moins petits. Et en fait, ça, c'est une caractéristique de cette espèce, c'est le côté tribu familial, c'est-à-dire que autant, comme le disait Yolène, je ne sais plus quand, il n'y a pas beaucoup de tanguy chez les animaux, c'est quelque chose qui est très humain. Autant chez ces poissons-là, il y a des hordes de tanguy qui restent à la maison et qui, heureusement, donnent un petit coup de main. C'est-à-dire qu'en fait, les bébés les plus âgés participent à la protection des plus petits, à la défense de l'environnement, aux soins aux œufs éventuellement. Donc il y a vraiment un fonctionnement de tribu entre les différentes générations. En fait, ça répond à la question sur les ados. Chez les autres espèces, quand ils atteignent une certaine taille, ils doivent quitter le nid et les parents se reproduisent à nouveau. Là, c'est pas le cas. Les adolescents restent et le couple d'origine se reproduit à nouveau, mais en présence, en gardant les ados à la maison. Comme on fait nous, quoi. Bon, allez, on enchaîne, histoire de ne pas rater le repas. Ça, c'était juste pour vous montrer à quoi ressemblent les larves peu après l'éclosion, où on voit encore la vésicule vitelline qui est un petit peu verte. J'ai pas de photo des œufs parce que là, ça pond vraiment dans le fond des trous, des failles, dans des endroits absolument inaccessibles. Et donc là, les larves ont été placées là après leur éclosion. Et puis, ça donne des petites virgules qui poussent et qui donnent ensuite des bébés de différentes tailles. Ça, c'est une autre espèce chez laquelle on a le même système de tribu. Bon, vous voyez d'ailleurs que c'est une espèce qui a une parenté avec la précédente, ça a vraiment une forme assez comparable. Mais on trouve ça aussi chez des espèces qui n'ont pas le même aspect. En tout cas, ça a l'air d'être très lié aux habitats de type faille ou trous bien profonds où s'abriter. On a un autre contexte environnemental qui est rigolo dans le lac Tanganyika, sont les amas de coquilles. Donc ça, c'est un coquillage qui est très présent dans le lac et dont les coquilles mortes sont un peu rassemblées par les courants, les tempêtes, etc. Il y a des petits champs de coquilles dans lesquels les mêmes poissons qu'on vient de voir se reproduire dans les failles vont se reproduire et se cacher également. Donc comme ils sont tout petits, ils peuvent s'installer dans ces coquilles. C'est la taille d'un escargot de Bourgogne, si vous voulez, les grandes coquilles. Et puis, là, on voit un petit peu mieux la structure sociale en harem, avec les petites femelles que vous voyez surtout là et là, ça sont des femelles adultes. Chacune a sa petite coquille dans laquelle elle peut s'abriter et dans laquelle elle pond quand le mâle daigne l'honorer et vient, lui, rentrer comme il peut dans sa coquille pour aller féconder les œufs. Donc ça, c'est le mâle territorial et un harem de femelles autour. C'est vraiment une structure sociale assez commune chez les cyclidés du lac.
Et puis bon, celle-là quand même, c'est vraiment mignon. La coquille d'escargot est complètement enfouie dans le sable. Donc ça, c'est les poissons qui font en sorte que la coquille soit enfouie dans le sable. On voit la femelle avec ses bébés. Donc c'est elle qui s'en occupe directement. Et puis, il y a un mâle pas loin. Donc là, mâle et femelle, on voit 2 trous qui correspondent à 2 coquilles. Mais en gros, un mâle, il peut avoir jusqu'à 2, 3, 4 femelles autour de lui, chacune avec sa coquille sur un quart de mètre carré de surface, quoi. C'est vraiment un petit territoire, un petit harem avec un abri pour chaque adulte. Là, on a une espèce qui se voit souvent sur les coquilles. Sauf que, comment il rentre dans les coquilles? Non, ça, il ne sait pas faire. Eh ben, ça ne l'empêche pas de se débrouiller, à trouver des femelles. Les femelles, elles, ne sont jamais plus grandes que la taille d'une coquille. Donc, en fait, les femelles pondent dans les coquilles. Le mâle, lui, il met son sperme à l'ouverture de la coquille. Et puis, ça se fait comme ça. Et pour établir son harem, le mâle est capable d'aller chercher des coquilles ailleurs et d'en ramener plusieurs, donc il peut rajouter des bâtiments à son village. Voilà à quoi ressemble une femelle quand elle décide de rentrer dans une coquille un petit peu petite pour elle. Et on va finir avec des poissons un peu particuliers. On ne va pas finir avec cela, mais je vous en parle. C'est ce qu'on appelle les coucous du Tanganyika. Ce sont des poissons-chats. Synodontis multipunctatus. Ça leur va bien. Hein. Et ces poissons-chats, que je peux vous montrer d'un petit peu plus près, leur truc, c'est... en fait, ils ont 2 trucs qui vont bien ensemble. Le premier, c'est que quand ils voient des cyclidés incubateurs buccaux qui se reproduisent, ils se disent « Ouf, on va se jeter au bon moment pour leur bouffer quelques œufs, c'est plein d'énergie, c'est bon comme tout. » Et puis, vu qu'ils sont là, ça arrive qu'ils décident, mâles et femelles, de pondre leurs œufs exactement au même endroit que la femelle de cyclidés, pour qu'elle récupère les œufs avec les siens. Et là, le coucou est dans le nid. Et en fait, une fois qu'il y a quelques œufs de poisson-chat dans la portée, dans la gueule de la femelle, ils éclosent les premiers. Donc ils commencent à brouter les œufs qui y a à côté, et ils finissent par manger tous les œufs du cyclidé. Et ça a l'air d'être bon pour leur santé, mais pas pour celle des œufs du cyclidé, bien sûr. Mais, les femelles cyclidées ont développé une capacité à reconnaître que ces œufs-là ne sont pas les leurs. Donc il arrive qu'elles ne les gobent pas, avec les autres. Ils sont légèrement plus petits. En général, elles les avalent parce que c'est une grosse frénésie autour des pontes qu'on voit pas là. Donc il y a plein de ces poissons qui viennent pour essayer de manger les œufs. Donc une fois que c'est pondu, il faut vraiment faire vite. Une fois que c'est pondu, fécondé, il faut vite les prendre dans la bouche, ce qui explique qu'elles prennent un peu les œufs des voisins. Mais si elles ne les prennent pas, il y a quand même une seconde chance. C'est-à-dire que si les œufs arrivent à éclore, les alevins qui vont sortir peuvent être adoptés par une femelle particulièrement au fort instinct maternel qui pourrait avoir envie de récupérer cela avec les siens. En fait, on trouve énormément, y compris chez les incubateurs buccaux, d'alevins d'une autre espèce au milieu des leurs. D'une autre espèce ou d'autres parents. Bon, on passe à la quasi-fin. Donc, celui-là, c'est un particulièrement intéressant. C'est pas celui-là exactement, c'est un poisson-chat de la même famille qui a le même genre de moustache, mais qui vit dans le lac Malawi, qui est un peu au sud du lac Tanganyika. Donc ça, c'est l'espèce du lac Tanganyika. Il y en a une qui ressemble à ça dans le lac Malawi, qui s'appelle le Kampango en local.
Et celle-ci pond des œufs dans une petite zone de sable, une petite cuvette comme le font des poissons qu'on a vus avant, les protège les alevins une fois qu'ils sont nés, les garde autour du nid, et les deux parents sont susceptibles de participer à l'alimentation des alevins. La femelle, elle produit en gros des œufs non fécondés qui servent de nourriture pour les alevins. Donc c'est quelque chose qui sort au niveau du cloaque. Donc en gros les bébés poissons, quand la maman est là, ils sont tous tassés autour de son cloaque pour voir ce qui sort et se jeter dessus. Et puis les mâles, eux, ils vont attraper des trucs mangeables, éventuellement les triturer un petit peu avec leurs dents pharyngiennes qui est à l'intérieur de la bouche, et puis ils les recrachent par les ouïes. Et donc quand c'est le mâle qui est là, les bébés, ils sont derrière les ouïes du mâle à attendre qu'il y ait des petits trucs mangeables, voir ce qu'ils peuvent manger. Voilà, on finit avec une dernière espèce. On revient en mer et on va voir une des rarissimes espèces de poissons marins qui s'occupe de ces bébés pendant encore longtemps après l'éclosion. Donc ça sont ce petit banc de demoiselles grises à ligne jaune qu'on voit là. C'est pas juste un petit banc de demoiselles, c'est une famille, c'est des frères et sœurs, et en réalité, il y a papa ou maman pas loin. Donc voilà à quoi ça ressemble quand les bébés sont encore tout petits. Vous voyez que la demoiselle adulte, ça fait cette taille-là à peu près, hein, c'est de l'ordre de la dizaine de centimètres maximum. Apparemment, les bébés peuvent se nourrir du mucus, notamment du papa, mais des deux parents. Donc il y a une part d'alimentation possible pour les bébés, en tout cas quand ils sont tout petits comme ça. Et puis ils grandissent progressivement, avec toujours les parents à proximité. Alors c'est pas simple de faire une photo comme ça, parce que les parents, ils sont rarement dans la photo. Mais ils sont quand même là, et ils surveillent, ils protègent, s'il y a des prédateurs potentiels, ils viennent taper dessus, etc. Et voilà donc la dernière photo où on voit qu'ils ont commencé à bien grandir et à ne plus avoir la ligne jaune caractéristique. Donc à cette taille-là, ils vont petit à petit partir et laisser papa-maman tout seul tranquille, avec la possibilité d'avoir encore et à nouveau une vie de jeunes gens pour eux deux. Voilà.